Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 2 du thème de apprentissage, mémorisation et émotion. Comment les émotions influencent l'apprentissage et donc la mémorisation. Et comment utiliser la charge émotionnelle pour améliorer la mémorisation et donc l'apprentissage. Dans la première partie, nous avons vu que on retient d'autant mieux que l'émotion est forte. Qu'elle soit positive ou négative, l'émotion marquera bien mieux la mémoire, mais la qualité de fixation de ce que l'on retient sera différente selon le type d'émotion vécue. Dans le cas de l'émotion positive, on retient plus d'éléments en cohérence avec la globalité d'une situation, avec une tendance à considérer les détails qui n'ont jamais existé. Dans le cas d'une émotion négative, on se souvient comparativement de moins de choses, mais la mémoire est plus focalisée sur des détails précis au détriment de la vision globale. Et comme vous pouvez vous en douter, l'apprentissage peut être encouragé ou freiné selon la source émotionnelle, notamment celle issue de l'expérience. Comment tout ça fonctionne, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Donc, il y a deux sources émotionnelles possibles. Un, la charge émotionnelle liée à une matière étudiée par le passé. Donc, elle peut se révéler positive. Par exemple, j'adore le français, suite à une expérience révélatrice produite par un enseignant. Ce professeur m'a fait aimer le français ou l'économie ou l'histoire géo ou les mathématiques. Mais souvent, la charge émotionnelle est plutôt négative chez certaines matières, comme par exemple les mathématiques, ou encore l'économie. Un grand classique. Et le problème ici est que bien souvent, les enseignants ou les formateurs font face à des a priori très négatifs des élèves. Je n'aime pas les maths. Et donc, il s'est produit en fait un ancrage négatif qui, avec les années, s'est renforcé. Donc, il sera alors très difficile d'inverser la tendance chez l'élève. Dans les matières scientifiques, l'émotion positive peut être trouvée, par exemple, dans la réalisation d'expériences. C'est ainsi qu'Albert Einstein a associé une émotion particulièrement positive à la physique et aux mathématiques, car son oncle lui avait fait découvrir les applications de la science à travers son usine d'appareillage électrique. Alors, un exemple plus concret est l'apprentissage des langues. Le meilleur moyen, comme vous le savez, de provoquer une charge émotionnelle positive est donc d'ancrer la mémoire via une expérience à l'étranger. Mais pour que cela fonctionne, il y a deux conditions. Un, avoir une base minimum de vocabulaire et de grammaire afin d'éviter de se sentir isolé et submergé. Et deux, fréquenter des lieux, partager des expériences où le plaisir est présent. Et le mieux est de pouvoir se créer un groupe d'amis. Et donc là, l'apprentissage de la langue sur place, à l'étranger, va à vitesse grand V. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience aussi bien avec l'anglais qu'avec l'allemand. Et donc j'ai utilisé cette technique. Donc je n'ai pas du tout fréquenté les cours de langue qui m'avaient été offerts par le CNRS à l'époque, par mon labo de recherche. Donc si ces deux conditions ne sont pas remplies, surtout la première, savoir si vous n'avez pas suffisamment de vocabulaire ou de grammaire, le risque est au contraire de vivre une expérience désagréable. Voilà, on n'arrive pas à s'exprimer, on est isolé, l'émotion négative devient forte et la corollaire de ça, on s'isole. Et l'expérience négative va vous faire dégoûter de la langue. Non seulement le risque de ne rien apprendre, mais il est aussi d'ancrer un sentiment négatif à la langue. Et si ce sujet vous intéresse, je vous incite à regarder la vidéo sur l'apprentissage des langues que j'avais faite il y a quelques temps. Please now tell the class where you are from and who you are. Yes. My name is Mathieu and I come from Perpignan. Thank you. My name is Alexandra and I come from Paris. Yes. Me, alors, I am Bob, and I am coming from the uterus of my mother. Vous savez, on peut dire uterus, mais il vaut mieux dire womb. Ok. Alors, I am Bob. Alors, I am Bob, and I am coming from the womb of my mother. Il serait plus correct de dire my mother's womb. Alors, I am Bob, and I am coming from my mother's womb. Very well, mais il vaut mieux prononcer womb que womb. Bon, alors, I am Bob, and I am coming from London. Voilà. Très bien. Ouais, c'est pas le problème.
Rendre des notes, des évaluations est un exercice un peu délicat. Alors pourquoi? Car elle suscite une émotion particulièrement négative chez les élèves en difficulté. Donc cela fait remonter tout un passé douloureux et cela fait ancrer un sentiment du « je suis nul ». Pour avoir des bonnes notes, évidemment, la logique voudrait que l'élève se mette au travail et retire les leçons de ses échecs. Ça, c'est une vision rationnelle et de bon sens du côté du professeur, et pas forcément du côté de l'élève. Car le cerveau de l'élève aura tendance à l'orienter vers l'abandon et le décrochage. C'est le fondement même du débat sur la suppression de notes. L'idée, c'est de dire, pour supprimer la charge émotionnelle négative de l'évaluation et de la note, eh bien, le meilleur moyen, c'est de supprimer les notes. Voilà. Pourquoi pas? Ça part d'un bon sentiment, ça part de quelque chose de logique. Mais comme vous le savez, en science et surtout en psychologie, ce qui est logique n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Donc, les raisonnements sont simples et s'opposent. Pour résumer, au risque d'être caricatural, donc supprimer les notes et terminer les charges émotionnelles. Ou alors, tout le monde a 20. Là aussi, il y a une autre vision opposée, c'est on garde les notes, mais voilà, on met des monotes à tout le monde a 20 sur 20, c'est un petit peu l'école des fans. Alors, mon avis personnel, bien entendu, disclaimer, vous n'êtes pas du tout obligé de partager, et qu'en fait, il s'agit d'un faux débat. Le problème n'est pas l'évaluation même, c'est le type d'émotion véhiculée derrière l'évaluation qui est à considérer. Alors, donc, la question serait alors plus de dire comment, dans une évaluation, faire en sorte que l'élève en difficulté n'ait pas d'émotions négatives qui le plongent dans la mauvaise direction, à savoir ça de décrocher. Ah ouais, qu'est-ce que c'est émouvant. Là, il y a une scène insoutenable. Ah, et j'ai l'émotion de la tristesse là, pour apprendre. Oh là là, oh là là. J'essaie d'apprendre, de mémoriser avec l'émotion négative de l'émotion de la tristesse. Insoutenable. Extraordinaire. Ils sont en train d'écraser une mouche. La pauvre mouche. La solution est de donner une autre perception dans l'évaluation ou la notation avec une meilleure vision, ou alors même avec une vision décalé ou à prendre contre-pied. Un peu de créativité et d'humour bienveillant permet de trouver des solutions. Donc en fait, c'était une façon de dédramatiser la note et de donner une autre perspective à la notation. La notation, elle n'est pas là pour vous dire « Ah, mais vous êtes nul », d'accord? C'est que la notation vous dit « voilà où vous en êtes, voilà votre niveau de compréhension ». Et c'est tout à fait normal, c'est pas dramatique. Nous ne sommes pas à un examen. Donc d'ailleurs, ce que je faisais, je faisais à la fin du trimestre, une fois qu'il y avait des notes, j'avais suffisamment de notes. Évidemment, je ne prenais pas en compte ce premier devoir dont les résultats avaient été catastrophiques. Voilà. L'objectif ici, c'est pas être ni gentil ni méchant, mais d'éviter de susciter une émotion négative et associer à la notation tant soit peu une émotion neutre, voire dans le meilleur des cas positive via un point de vue différent. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, essayez en ayant de la créativité, de la bienveillance, de trouver un angle de vue, un point de vue un petit peu différent qui enlève la charge émotionnelle négative d'un résultat qui n'est pas très bon. Ah ouais, c'est vraiment neuneux ça, c'est incroyable. Bon, comme l'émotion et la tristesse ça a pas trop bien marché là, là la colère ça va m'aider là. Comme la tristesse, ça fait bof la tristesse, là j'essaie la colère là, ça devrait aider là. C'est vrai que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, donc faire l'impasse sur cette réalité serait une erreur. Donc il convient d'adapter son discours en fonction des élèves. Là je parle de ceux qui connaissent un petit peu les 7 profils d'apprentissage. Vous avez 4 types d'élèves qui méritent une attention particulière sur ce point. C'est les profils d'identité du type émotionnel, donc ce sont des élèves qui auront tendance à multiplier les émotions, donc il faut faire très attention à eux. L'émotion peut être multipliée quand elle est positive, mais elle peut être multipliée si elle est aussi négative.
Et donc avec toutes ces ancrages qui sont plutôt néfastes. Vous avez les élèves de profil d'identité du type aimable. Alors ça, ce sont des élèves, aimable, ça ne veut pas dire gentil. Ces élèves sont surtout, alors surtout quand ils sont jeunes, sont très sensibles au fait de décevoir. Donc une mauvaise note pourra entraîner un sentiment de culpabilité. L'émotion négative ici chez les élèves d'un profil de type aimable viendra surtout suite à un reproche, par exemple. Donc dans vos reproches, faites très attention avec ces élèves-là. Il y a les élèves de profil d'identité de type perfectionniste. Alors ces élèves supporteront assez mal la critique en général parce qu'ils ont une hantise de se tromper et quelque part ça suscite un sentiment de honte. Donc là aussi, quand vous ne pouvez pas échapper à une certaine forme de correction et donc de, entre guillemets, de critique. Mais il y a une façon de la formuler de façon, ce qu'on appelle positive, à savoir, au lieu de dire tu as fait une erreur là et là et là, non, c'est le point amélioré, là c'était pas mal, mais tu comprends bien qu'avec ce raisonnement-là, ou comme tu t'es trompé dans le raisonnement, le résultat, ce n'est pas forcément le résultat attendu. Donc faire très attention à ces élèves de ce profil-là. Et enfin, je terminerai avec les profils de type dynamique. Ce sont des élèves qui fuient le sentiment d'échec. Qu'on peut confondre avec des élèves de type perfectionniste, mais la force sous-jacente n'est pas la même, c'est vraiment la peur de l'échec. Et ce sont des élèves qui, lorsqu'ils ont un sentiment négatif et qui se mettent dans la tête qu'ils sont en échec, ce sont des élèves qui décrochent très vite et qui ne reviennent pas, qu'il est très difficile de faire revenir et de remotiver derrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un like, abonnez-vous à la chaîne. Et évidemment, les sources sont dans la page sources en description sous cette vidéo. Et vous avez le guide gratuit sur l'apprentissage. Vous trouvez le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!